Bonjour à toutes et à tous pour cette session sur les 10 tendances du retail et du e-commerce, un petit peu une synthèse de ce que nous avons vu à la NRF et aussi évidemment au CES. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut et j'ai quelques minutes pour partager avec vous ces 10 tendances clés du retail et du e-commerce. La première, c'est une transformation sanitaire. On sait tous qu'avec le Covid, malheureusement, on ne voit pas encore un retour à la normale avant longtemps. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne reviendra jamais complètement au monde d'avant? On a toujours une distanciation sociale, des précautions en termes d'hygiène, des restrictions en termes tout simplement de voyage et de rassemblement. On voit bien qu'aujourd'hui, ça risque de partir sur fin 2021. On espère que le vaccin va se déployer plus vite. Mais donc tout ça, évidemment, ça nous impose de revoir un tout petit peu notre rapport à l'hygiène et la santé. On voit beaucoup de nouveaux modes de protection, de masques intelligents, l'explosion de la télémédecine. On n'a plus besoin de se déplacer pour échanger avec son docteur. On voit effectivement l'arrivée de la robotique, entre autres pour accueillir les gens, les diagnostics avec de l'IA, la prévention et le bien-être où on vit un petit peu différemment son chez-soi, et puis tout simplement la réalité virtuelle et augmentée en médecine. Les masques, évidemment, une pléthore de nouveaux masques avec des nouveaux filtres, et puis tout simplement aussi des pratiques qui sont en train d'évoluer au niveau sportif et bien-être. On a vu pendant des années des bracelets connectés, mais finalement qui avaient un petit peu du mal à connecter, à décoller en termes de wearable. Là, finalement, on voit une deuxième étape avec l'arrivée d'équipements de fitness connectés, de coaching en live à distance, avec le vélo peloton et les cours en live streaming, le miroir connecté, les vélos connectés. Et donc tout ça, on voit vraiment tout simplement un remplacement de la salle de sport par des alternatives à la maison avec effectivement des appareils plus ou moins connectés, du contenu à la demande ou en live. On voit aussi tout simplement une prise en compte dans les modes de commercialisation pour réduire tout simplement l'exposition au virus au staff ou le côté tactile. Donc on voit le retour un petit peu des distributeurs. On a à gauche un exemple avec Nestlé pour un bras robotique qui prépare un ballotin de chocolat. On voit des casiers en mode low-tech des fermiers français pour permettre de vendre, vu qu'ils ne peuvent plus vendre à la restauration collective ou à la restauration, tout simplement la vente en direct à leurs clients. Et puis on voit des robots pour faire du pain, on voit des robots pour préparer des salades, on voit des robots pour préparer des smoothies chez Walmart. On voit aussi des nouveaux modes de livraison. On connaissait déjà Zipline qui livre des médicaments en Inde et Rwanda par drone volant. Là, on voit tout un tas de régulations évoluer. On a enfin pu voir des tests de la part de Google Wing, de la part de Amazon pour de la livraison par drone. Donc ce sujet avance et on voit aussi sur évidemment la santé connectée, donc l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle, la télémédecine. Les GAFA, ou les GAFAM devrais-je dire, avec Google qui a déjà investi depuis des années, Microsoft qui accélère entre autres via le cloud et les applications, Apple qui est très très fort sur tous les appareils qui se connectent au capteur de l'iPhone ou tout simplement de l'Apple Watch, et puis Amazon qui n'a pas arrêté d'accélérer avec le rachat de PillPax, Amazon Pharmacy, le bracelet connecté Halo, un nouveau cloud dédié à la santé avec Health Lake. Donc on voit que ça arrive très très fort, évidemment avec tout un tas de licornes, donc ces startups qui valent désormais plus d'1 milliard. Il y en a 46 dédiés au secteur de la e-santé, avec effectivement beaucoup les États-Unis et la Chine, mais on n'oublie pas Doctolib par exemple en France. Deuxième tendance, une transformation de la mobilité de la ville et de la maison. On sait que la Smart City se développe, en tout cas l'urbanisation se développe et impose une ville finalement plus verte, plus inclusive, plus connectée et, on l'espère, plus smart. Malheureusement, avec l'arrivée et l'explosion du Covid, on a tendance à réduire un tout petit peu nos transports, en particulier les transports en public, et à soit se retourner vers l'automobile, une opportunité et une chance pour cette industrie qui était un petit peu en train de souffrir, ou vers la micromobilité. La mobilité, c'est finalement beaucoup de choses autour de la voiture connectée et électrique. Tous les constructeurs sont en train de sortir des voitures électriques. C'est l'interconnexion de la voiture avec
avec l'infrastructure routière, c'est le véhicule autonome et c'est la mobilité as a service. Donc là, c'est vraiment la micromobilité, l'intermodalité entre les différents transports. Donc là, même GM vient de sortir son véhicule électrique et on voit que, évidemment, suite à Tesla, tout un tas de constructeurs se multiplient autour du véhicule électrique. C'est beaucoup plus simple de sortir un véhicule électrique et donc d'un seul coup, on a Xpeng, on a Workhorse, on a Fisker, on a voilà tout un tas de véhicules qui sont en train d'arriver avec plusieurs centaines en fait de nouveaux constructeurs de véhicules électriques. Donc évidemment, tous ne survivront pas. Ça va être intéressant de voir ceux qui arrivent à terme à s'imposer et à voir si les constructeurs traditionnels, tout simplement, arrivent à re-rentrer dans cette danse du véhicule électrique. On voit aussi des véhicules autonomes. On a des navettes autonomes comme Zoox d'Amazon, par exemple. Et donc, ça nous fait effectivement un petit peu réfléchir sur les enjeux de la livraison, du transport de personnes. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas d'acteurs dans la course. Waymo, Valeo, General Motors. Enfin, tout le monde est en train d'investir, de racheter, de développer des technologies. On a évidemment Tesla de l'autre côté et on voit que finalement avant les véhicules privés c'est souvent le transport et la logistique autonome qui risque d'arriver avec les poids lourds, avec la logistique de moyenne échelle et surtout la livraison du dernier kilomètre avec des drones et pourquoi pas du transport de personnes en drone. C'était General Motors avec son Cadillac Air Taxi qui nous fait un petit peu rêver. On imagine de pouvoir quitter la défense comme ça avec son drone personnel pour pourquoi pas se rendre à tout simplement une gare ou un aéroport. La ville, évidemment, on l'espère connectée, mais ça veut dire qu'on doit interconnecter des types de données, des acteurs du transport, de la sécurité, de la pollution, du bâtiment et qui n'avaient pas l'habitude jusqu'à maintenant d'être connectés. Donc là, on voit tout un tas d'applications dans le cloud, dans l'edge computing avec des acteurs comme Amazon, comme Alibaba en train d'arriver pour essayer d'interconnecter ces infrastructures. Et puis la smart home, pour aller très très rapidement, on voit toujours une progression régulière de la domotique avec des systèmes pour nous assister, pour préparer nos menus, des frigos connectés, du commerce tout simplement depuis son propre frigo. Donc là, effectivement, pas mal de choses là-dessus. Troisième sujet, une transformation digitale du business. On voit bien que le e-commerce a explosé autant en 8 semaines qu'en 10 ans aux États-Unis. On s'est tous retrouvés un petit peu contraints de ne plus pouvoir aller dans nos magasins habituels, devoir commander en ligne. Ça a évidemment profité à ceux qui étaient déjà prêts et c'est Amazon qui a explosé. Il est désormais à plus d'1,1 million employés dans le monde avec plus de 900 000 recrutements en 5 ans. C'est considérable, c'est massif et donc effectivement cette entreprise a vraiment profité, suivi d'autres acteurs plus traditionnels comme Walmart ou de certaines marques qui avaient déjà investi dans le e-commerce. Amazon attaque aussi la livraison alimentaire. Il a d'ailleurs été évalué comme numéro 1 de 56 concurrents aux États-Unis par ses propres consommateurs. Donc non seulement Amazon avance vite sur l'alimentaire avec Amazon Fresh et Whole Foods, mais en plus il fait du qualitatif, du service qui est vraiment apprécié par les gens. À l'inverse, on a vu beaucoup de TPE et de PME qui n'ont pas su prendre la vague. Encore seulement 37% des TPE françaises qui possèdent un site internet et 9% seulement un site marchand. Il y a encore un gros potentiel à aller chercher. D'ailleurs, elles peuvent aussi vendre sur les grandes plateformes comme Amazon, mais aussi Cdiscount, chez Carrefour et chez d'autres. L'idée, c'est effectivement d'aller utiliser toutes les nouvelles briques, les nouvelles technologies mises à disposition par les startups pour pouvoir accélérer. Et on peut se poser la question d'ailleurs de qu'est-ce que le e-commerce. On y a répondu avec Hub Institute en sortant 3 Hub Reports pour tout simplement couvrir les 15 différents types de e-commerce. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Le social commerce, les ventes privées, les préventes, la location, la vente par enceinte connectée, la vente par chatbot, la vente de produits digitaux, la vente par influenceur, le marché d'occasion. Bref, beaucoup de choses à creuser avec vous. Effectivement, on ne devrait plus parler d'e-commerce, mais d'everywhere commerce. Désormais, on peut acheter de multiples façons. Et d'ailleurs, le vrai sujet, c'est l'omnicanal. On peut aussi beaucoup acheter
par mobile, mobile sur Internet, mais mobile aussi dans le point de vente. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière, tout simplement la NRF chez Nike, qui a très bien intégré les différents types de parcours clients, que ce soit du click and collect, du booking de personal shopper, du shop the look, du scan and pay. Bref, on peut tout faire via son application mobile et c'est beaucoup plus simple à entretenir et à mettre à jour que des kiosques ou tout simplement du mobilier dédié. C'est aussi le mobile des nouveaux usages avec tout simplement les lens et la réalité virtuelle. On va pouvoir par exemple, la réalité augmentée, on va pouvoir par exemple via une lens Snapchat regarder ce que nos pieds donneraient avec la dernière paire de chaussures Gucci. On va pouvoir aussi avec Google Search, pourquoi pas afficher en réalité augmentée près de soi un modèle de chaussures ou un modèle de sac. Donc on voit vraiment plein de nouvelles interactions. C'est aussi le live stream shopping. C'est un petit peu le télé-shopping depuis un mobile où on va pouvoir tout simplement animer des sessions, présenter un produit, pourquoi pas via un vendeur, via un influenceur et pourquoi pas aller jusqu'à la transaction. Énorme succès en Chine, en train d'arriver depuis quelques mois aux États-Unis et en France, mais effectivement un gros potentiel derrière. Et d'ailleurs les médias sociaux ne sont pas dupes, eux-mêmes sont en train de développer un grand nombre de nouvelles fonctionnalités social commerce pour permettre dans Instagram, dans Facebook, dans Pinterest, dans Snapchat ou autre, de tout simplement pouvoir non seulement être inspiré par les produits ou par un post d'influenceur ou une vidéo ou une stories et ensuite pouvoir passer directement à l'achat en un clic. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marques. Évidemment demain c'est aussi tout simplement vendre via un algorithme. On voit que de plus en plus le e-commerce repose évidemment sur la data pour personnaliser, pour fluidifier l'expérience client. Et c'est bien Amazon qui, depuis le début, est passé maître dans la simplification de la transaction. On va réduire les irritants, tout ce qui va tout simplement ralentir avec l'achat en un clic, avec l'abonnement Amazon Prime, avec d'abord les dash buttons qui ont permis d'arriver tout simplement à Amazon Alexa, l'enceinte connectée, avec le magasin quasiment sans contact Amazon Go, avec la livraison alimentaire, avec la livraison par drone, avec Amazon Key, où on peut vous livrer carrément dans votre maison, dans votre garage ou dans votre voiture. On voit d'ailleurs que l'IA est en train de révolutionner le commerce, que ce soit dans le commerce physique ou dans le commerce online, pour cibler, personnaliser la publicité, pour améliorer, automatiser le service client, pour permettre du paiement en biométrie, pour travailler les inventaires et les prix en temps réel, pour améliorer la logistique et la mesure. Bref, il y a tellement à faire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit tout un tas de startups, de briques se mettre à disposition des retailers pour améliorer tout simplement leur processus. Une startup à suivre, Stitch Fix, qui mélange des stylistes et de l'IA pour vous envoyer des sélections de vêtements vraiment sur mesure pour vous. Un énorme succès, plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est par exemple aussi la vente via la voix. On connaît toutes ces enceintes connectées, que ce soit en Europe ou en Asie. Et demain, on pourrait aller même jusqu'au commerce prédictif, ou tout simplement on pourrait imaginer qu'Amazon nous connaisse tellement bien qu'il décide de la fréquence de l'envoi, qu'il nous envoie une présélection de produits, et s'il est suffisamment bon pour nous connaître nos goûts, nos achats passés, les comportements de clients similaires, il arrivera peut-être à tout simplement être notre majordome. Et donc demain les retailers, les marques devront négocier plus seulement avec des distributeurs, mais carrément avec un algorithme, en espérant que l'algorithme d'Amazon les choisisse et pas un autre. Alors, sixième tendance, c'est effectivement de réduire l'exposition et les risques sanitaires en tout simplement créant de nouveaux types de parcours clients, avec entre autres des robots qui vont permettre, pourquoi pas, d'aller faire les courses pour vous, qui vont vous permettre de préparer vos commandes, qui vont vous, pourquoi pas, vous apporter dans le quartier les produits, ou vous permettre tout simplement de passer en caisse via le caddie directement. C'est aussi, pourquoi pas, gérer les queues d'attente, c'est faire des achats sur rendez-vous pour éviter tout simplement d'avoir
avoir trop de monde en même temps qui risque de se contaminer. C'est évidemment repenser tout le parcours client sans contact, de la découverte avec pourquoi pas de la réalité augmentée, la démonstration et les tests, les commandes et l'achat depuis un mobile, c'est le paiement sans contact, c'est la livraison, pourquoi pas via un robot, c'est l'après-vente où on vient chez vous plutôt récupérer votre voiture. Donc on voit qu'il y a finalement ces contraintes sont source d'innovation et d'énormes opportunités pour les retailers. Septième tendance, c'est repenser toute la logistique. On voit bien que pour faire du e-commerce, c'est surtout aussi un enjeu de livraison. Et donc là, on voit tout un tas d'acteurs adopter différentes méthodes. Soit on fait du in-store picking, on va transformer son magasin, on va utiliser une partie de son magasin où il y a moins de trafic comme espace de stockage pour pouvoir livrer autour, ou au contraire on voit du micro-fulfillment où on voit vraiment différents modes de logistique. Donc ça pense vraiment d'améliorer tout ça. Quand on est à livrer en une journée, voire en livrer en 1 heure, ça demande vraiment de l'intelligence, une réorganisation totale de la chaîne. Et donc là on voit des dark shops par exemple qui permettent vraiment de préparer des commandes, tout ce qui est click and collect ou drive en France, le micro-fulfillment, bref, on voit pléthore d'innovations en termes logistiques. Et effectivement, il ne faut pas oublier que sur l'alimentaire, un enjeu encore plus complexe est celui du surgelé, du frais et du sec. Donc en plus, c'est comment on gère tout ça ensemble. C'est repenser, 8e tendance, la livraison. Donc là, on voit bien que Amazon en premier est désormais tout simplement rattrapé par des acteurs comme Walmart qui ont énormément investi et qui proposent désormais aussi avec Walmart Plus de l'abonnement et de la livraison en une journée ou en 1 heure. Amazon, sa grande force, c'est de pouvoir livrer 77 millions d'Américains le jour même. Et d'ailleurs, beaucoup de vendeurs tiers via la marketplace Amazon utilisent la logistique d'Amazon, tout simplement, Fulfillment by Amazon, FBA, pour profiter de cette capacité à livrer très vite. Et c'est vrai que pour des petits commerçants, ça peut être intéressant. Walmart nous parlait déjà l'an passé de tests et de brevets sur la livraison carrément dans votre maison et pourquoi pas dans votre frigo ou dans une pièce à part ou dans un sas. C'est chose faite à la NRF. On a découvert Home Valley, finalement un container à l'entrée de votre maison sécurisé avec un espace surgelé, un espace frais, un espace sec. 2 énormes avantages. Vous n'avez plus besoin d'être là pour attendre vos courses. Ensuite, elles sont conservées avec le bon niveau de température, mais surtout pour Walmart, ça permet d'optimiser les livraisons et de pourquoi pas vous livrer à 2 heures du matin ou quand vous n'êtes pas là pour optimiser et réduire le coût des livraisons et pourquoi pas aussi la pollution qui va avec. Donc une très bonne nouvelle à suivre. JD.com, au niveau livraison, lance ses véhicules autonomes. Il y avait déjà un certain nombre de tests avec des drones volants. Ça continue et ça s'accélère. Et on voit aussi, après Amazon, après Google, on voit désormais Tesco faire des tests avec Mana pour la livraison tout simplement de colis de courses par drone. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le Covid-19, on a vu une partie de la réglementation s'assouplir, en tout cas offrir des exceptions pour permettre des tests grandeur nature. Il faut savoir que les drones, c'est tous les 18 mois, 2 fois plus de poids qu'on peut envoyer 2 fois plus loin pour 2 fois moins cher. Demain, ça risque de vraiment disrupter le coût de la livraison. 9e tendance, seamless payment. Là, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'achat, fluidifier l'achat. On avait l'achat avec carte bancaire, PIN code dans un terminal. On a eu l'achat sans contact qui a enfin explosé en partie en Europe grâce au Covid-19. En Chine, ils étaient déjà au paiement via QR code. Désormais, ils en sont à la biométrie. Mais on voit que demain, l'idée, c'est aussi de simplifier ou de proposer différents types de paiements. Le Buy Now, Pay Later. Donc, par exemple, étaler les paiements avec Affirm, par exemple, qui cartonne en Australie, en Océanie. Et puis, on voit demain, c'est
tout un tas de nouveaux types d'interactions pour simplifier le paiement. Ça peut être la reconnaissance faciale ou la biométrie avec son pouce. Ça peut être demain les paiements avec les cryptocurrencies. On parle beaucoup du Bitcoin. Ça peut être des applications de messagerie comme Facebook, Messenger et bientôt WhatsApp qui permettront de payer dedans un peu comme on le fait déjà avec Alipay ou WeChat Pay en Chine, qui est bien plus en avance que nous. Et puis c'est tout simplement Google Pay, Apple Pay, PayPal, Alipay, WeChat Pay, Venmo, voilà, toutes ces nouvelles solutions avec lesquelles on peut s'interfacer en tant que commerçant. 10e tendance, évidemment, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est vrai que les dernières années on était toujours choqués en venant d'Europe, en allant aux États-Unis, au CES ou à l'NRF, de voir si peu d'intérêt et si peu de couverture sur les sujets liés à la RSE, à l'impact positif. Et là on voit que la pression après les activistes des médias sociaux, du grand public, des médias et maintenant tout simplement des régulateurs et donc des marchés se fait vraiment importante. On a eu beaucoup de catastrophes écologiques. On repense aux incendies en Californie ou en Australie, les inondations, les tornades. Et donc là, il y a une vraie prise de conscience de l'impact et du rôle et de la responsabilité des marques et des entreprises. On doit vraiment passer d'une promesse de marque à une démonstration de sa raison d'être. On doit apporter des preuves, on doit avoir une vision et donc là on voit tout un tas de marques faire un énorme effort, entre autres sur les emballages, pour rendre ça beaucoup plus écologique ou recyclable, ou plus que recyclable, réellement recyclé. On voit L'Oréal qui nous a présenté une innovation Water Saver pour tout simplement les salons de coiffure, pour économiser l'eau. On voit aussi l'explosion du marché de la seconde main avec Vinted, avec Le Bon Coin et bien d'autres. On voit aussi la location ou l'abonnement, tout simplement pour éviter d'avoir à acheter, par exemple chez Bocage. Évidemment, une marque continue de nous donner un petit peu la vision de ce qui est faisable. C'est Patagonia qui, depuis le début, veut réduire, réparer, réutiliser, recycler et c'est pourtant un chiffre d'affaires profitable, en croissance depuis 2009. Donc ça montre que cet investissement qui semble un coût peut être vraiment en plus rentable pour une croissance durable. Et évidemment là de l'environnement, c'est aussi tous les sujets sociétaux avec MeToo, avec Black Lives Matter et cette nécessité d'être plus représentatif en tant que marque au niveau de son marketing et de ses produits, d'une plus grande diversité de clients avec les différents handicaps, sexes et origines sociales. Bref, pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans notre Hub Report, ou nos Hub Report devrais-je dire, puisque nous avons 3 Hub Reports autour du e-commerce pour vraiment faire le panorama complet des 5 types des 15 types de e-commerce que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Bonne lecture et à très bientôt. N'hésitez pas aussi, si vous voulez une synthèse du CES, de la NRF ou de ces reports dans vos équipes, en présentiel ou en distanciel. Nous faisons ça quasiment tous les jours avec les équipes d'experts et d'analyse du Hub Institut et je serai ravi d'intervenir. N'hésitez pas non plus, évidemment, à devenir membre du Hub Institut comme plus de 120 grandes entreprises pour accéder à ces rapports, à des articles, à des rencontres entre dirigeants et tout simplement l'accès à nos événements. Je vous remercie, c'était Emmanuel Vivier pour le Hub Institute.